Quand vous travaillez sur un thème technique, scientifique, il faut privilégier le dictionnaire de la discipline ou l'encyclopédie de la discipline et non le dictionnaire ou l'encyclopédie de langue. C'est ça. Maintenant, les autres types, ce sont les annuaires. Selon le type d'information, un annuaire peut être utile. Si vous travaillez sur des géographiques, les atlas vous permettent d'avoir une idée très nette de la géographie de l'espace que vous étudiez. Mais dans votre cas, c'est surtout des encyclopédies et des dictionnaires qui vous intéressent, mais dans le domaine de la culture ou de la création. Ça, c'est vraiment le plus indiqué. Maintenant, pour définir, ici, il y a quelques lignes. Quand vous consultez des documents qui donnent une vue d'ensemble, parce que vous connaissez les encyclopédies, parce que quand vous travaillez sur un thème, quand vous cherchez un mot dans un dictionnaire, le dictionnaire vous donne la définition du mot. Mais quand vous demandez le même terme ou l'expression à une encyclopédie, l'encyclopédie vous donne un article. Donc l'encyclopédie est très complète. Il vous donne un article, il vous parle du terme, du mot, des auteurs et des références. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une idée assez solide. Donc c'est pourquoi je vous oriente dès le départ de vos travaux. Il faut essayer de voir est-ce qu'il y a des encyclopédies disponibles dans votre domaine, des encyclopédies en ligne ou des encyclopédies physiques. S'il y en a, vous l'aurez ici à la bibliothèque. Donc la première étape, c'est de consulter des documents qui donnent une vue d'ensemble. C'est-à-dire que vous êtes essayé de comprendre votre sujet. Donc vous n'avez pas besoin à cet instant d'être précis. Il faut avoir vraiment une idée d'ensemble de votre sujet. Et ce sont les dictionnaires. Donc la première ligne, c'est une question de définition. Il ne faut pas mélanger ou confondre la définition et la délimitation. Donc quand vous regardez des documents qui donnent une vue d'ensemble, c'est une question de définition. C'est clair? Déterminer les cibles ou les populations concernées. C'est une définition ou une délimitation? C'est une délimitation. Parce que vous êtes en train de connaître qui sont vos cibles. Dans une étude, il faut avoir les acteurs. Qui sont vos acteurs? Cherchez la signification des mots qui me semblent très importants ou peu clairs. C'est de la définition. Donc il faut chercher. Dans la formulation de votre sujet, vous devez avoir une idée très nette du sens de chaque mot. Mettre le sujet en relation avec ma discipline. C'est une définition ou de la délimitation? Pourquoi? Oui. Non, c'est une question de définition. Parce que le sujet doit s'inscrire dans votre discipline. Quand vous sortez de votre discipline, votre sujet a une autre orientation. Donc, pour mieux définir le sujet, il faut réfléchir dans le contexte de votre discipline. Vous avez compris? Les sujets qu'on vous donne changent d'orientation si vous êtes historien, si vous êtes géographe, si vous êtes économiste, et ainsi de suite. Déterminer les aspects à étudier. Quand vous devez déterminer les aspects à étudier, c'est de la définition ou de la délimitation? C'est de la délimitation. Oui. Il faut délimiter le sujet en disant, sur mon sujet, je vais étudier ces deux aspects ou ces trois aspects. Vous êtes en train de ceinturer votre sujet. Parce que dans tous les cas, vous devez déterminer quels sont les aspects de mon sujet que je dois étudier et qui ultérieurement doivent constituer des chapitres ou des parties. Circonscrire le sujet dans une période. Oui, délimiter la période. Donc, ça, c'est très important. Donc, dès le départ, vous devez travailler sur ces aspects. Définir le sujet et délimiter le sujet. Ça vous permet vraiment d'avoir une première orientation. C'est clair? Maintenant, nous allons aborder... Après ce chapitre, nous avons présenté les bibliothèques universitaires. C'était le deuxième chapitre hier, dans l'après-midi. On a présenté les services. Comment
sont organisées, la recherche, dans les bibliothèques universitaires? Parce que dans les bibliothèques, l'accès est libre. Quand l'accès est libre, c'est l'usager lui-même qui doit comprendre comment la bibliothèque est organisée pour qu'il puisse facilement retrouver des documents. Et on avait présenté l'organisation physique. Donc, on a parlé des outils de localisation. Il y en a 3. C'est le classement, la classification et la cote. Le classement, c'est l'organisation physique des documents dans les espaces de la bibliothèque. Dans toutes les bibliothèques du monde, le fonds documenté est organisé physiquement. Mais pour ce faire, il y a un outil que les bibliothèques utilisent qui s'appelle la classification. Il y en a plusieurs, mais la plus populaire, c'est la classification décimale de Dewey, qui se trouve être un système qui divise le savoir humain en 10 grandes classes. Et chaque classe correspond à un domaine du savoir. Ce domaine du savoir correspond également à un chiffre. Ce sont ces chiffres-là qui sont indiqués sur les rayonnages ou les salles des différentes bibliothèques avec un thème correspondant. Il y a également la cote. La cote est composée de chiffres et de lettres. Les chiffres, c'est un indice de Dewey et la lettre, c'est l'auteur. Donc, c'est une adresse. Donc, si vous comprenez ce système, quand vous entrez dans une bibliothèque universitaire, il faut être attentif sur les indices. Si vous cherchez des livres de mathématiques, il faut aller sur les 5. Tous les chiffres qui commencent par 5, vous êtes dans les sciences naturelles et les mathématiques. Tout ce qui est 3, vous êtes dans les sciences sociales. Tout ce qui est 7, vous êtes dans les arts. N'est-ce pas? Donc, il faut être très attentif sur ça. Le deuxième aspect, ce sont les services. Les services, c'est les prêts à domicile, c'est les consultations sur place, c'est le soutien à la recherche, c'est beaucoup d'autres services de référence et de conditions de travail. Mais aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 3 dans la matinée et dans l'après-midi, nous allons voir l'évaluation des résultats de la recherche. Aujourd'hui, le chapitre 3 porte sur la recherche documentaire avancée. Après avoir analysé votre sujet, vous avez relevé un certain nombre de mots-clés, n'est-ce pas? Dans l'analyse, je vous avais demandé de répertorier un certain nombre de mots-clés. Ce sont les mots-là que vous allez utiliser maintenant pour faire de la recherche. Si vous ne sélectionnez pas les bons mots-clés, vous allez avoir des problèmes à ce niveau. Mais c'était une première étape. Mais quand vous arriverez à l'étape recherche, il va falloir affiner davantage. On va revenir tout à l'heure sur les équations de recherche. Dans cette partie de recherche documentaire avancée, nous allons voir des outils. Nous allons voir également des ressources. Donc, les outils documentaires, il y en a plusieurs. Le premier outil de recherche dans les bibliothèques, ce sont les catalogues. Hier, on en a parlé brièvement. On va présenter des catalogues et voir comment ça fonctionne. Ensuite, les moteurs de recherche. Vous connaissez les moteurs de recherche? Il y en a plusieurs. Je vais vous présenter également un certain nombre de moteurs de recherche. Il y a également les bases de données. Les bases de données spécialisées. Nous allons présenter des bases de données. Et en deuxième lieu, quand vous avez des moteurs de recherche, des bases de données et des catalogues, il reste à savoir comment introduire les termes, les combinaisons pour avoir les meilleurs résultats. Parce que dans une recherche, il y a toujours ce qu'on appelle bruit et silence. Le bruit, c'est quoi? Vous mettez cinéma dans une équation de recherche et vous vous retrouvez avec des rideaux. Vous avez des résultats qui n'ont rien à voir avec le thème. C'est ça qu'on appelle bruit. Ou bien silence. Vous mettez une expression et le résultat s'affiche 0. Et vous pensez que peut-être il n'y a pas de résultat. La base est vide. Donc c'est fréquent dans une recherche documentaire. Quand ça arrive, ne vous affolez pas, dites-vous que j'ai un problème de reformulation du terme
ou de l'équation de recherche. Donc, silence et bruit sont très présents dans la recherche, surtout ce qu'on va voir tout à l'heure. Pourquoi? Parce que dans certains systèmes, il y a ce qu'on appelle des thésaurus. C'est-à-dire, il y a des moteurs de recherche et des bases de données qui établissent d'avance une liste de vocabulaire. Et ils ne reconnaissent que ces termes. Tant que l'usager n'a pas utilisé ce terme, il ne donne pas de résultats satisfaisants. Je vous donne l'exemple. Par exemple, si vous faites des recherches sur le paludisme, certains systèmes ne reconnaissent pas le mot paludisme. Mais quand vous mettez malaria, ils vous donneront tous les résultats. Parce que le terme malaria, c'est le terme reconnu par le système. Dans le système des Nations Unies, beaucoup de termes sont classés. Il y a des index qui sont établis. Quand vous venez pour faire de la recherche, dans certains centres de documents, on vous donne une liste, un cahier qui répète un certain nombre de termes selon vos domaines de recherche. Vous venez vous dites que moi je fais des recherches dans le domaine de la culture ou de l'industrie créative. Je dis, dans ce cas, voilà les termes que vous pouvez utiliser. Dans le cas contraire, vous n'aurez pas de résultats satisfaisants. C'est ça qu'on appelle thésaurus ou liste de vocabulaire ou vocabulaire contrôlé. Donc quand vous ferez des recherches dans ce système, vérifiez. Parce que quand vous venez, vous découvrez une base de données, il y a toujours une partie qu'on appelle accueil et présentation. Si dans cette partie, on vous annonce qu'il y a un thésaurus ou une liste de vocabulaire, vérifiez cette liste. Et vous allez utiliser les termes correspondants. Donc, dans la deuxième partie, nous allons voir comment formuler une équation de recherche. Et pour le faire, il faut d'abord identifier les concepts. Vous allez faire une première liste de concepts, mais il faudra les améliorer et je vous dirai le pourquoi. Les concepts que vous avez dans l'analyse de votre sujet, c'est 3, 4 ou 5, c'est sommaire. Il va falloir les affiner davantage. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les opérateurs logiques. C'est-à-dire quand vous combinez dans votre sujet, il y a femme, il y a photographie, il y a secteur créatif. Quand vous tapez femme, vous n'aurez pas de réponse satisfaisante. On vous parlera des femmes de manière, dans les généralités. Alors que vous, c'est femmes dans le secteur de l'audiovisuel, femmes et photographie. Dans ce cas, vous choisissez les termes et vous les combinez. Mais quand vous les combinez, vous utilisez ce qu'on appelle les opérateurs logiques. Femme et cinéma, par exemple. En mettant le « et » en lettres majuscules, ou le « sauf » ou le « ou ». Donc, on va y revenir tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle aussi les opérateurs de truncature. On va y revenir. La recherche par expression. Parce que dans la recherche, il faut éviter les articles. On ne met pas la femme, on met femme, par exemple. Il faut éviter les articles et beaucoup d'autres choses. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, il y a les filtres. Il y a des systèmes qui comprennent des filtres. Voilà en tout cas ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, on va revenir comme c'est retenu hier. Je présente, quelqu'un va lire et expliquer. N'est-ce pas? On est d'accord? Nous tous, nous allons lire et expliquer. Madame, vous avez la parole. Oui. Une recherche documentaire avancée fait référence à la pratique de mener des recherches approfondies et ciblées à travers diverses sources d'informations pour recueillir des données pertinentes et fiables. Contrairement à une recherche documentaire classique, une recherche avancée implique l'utilisation de stratégies et d'outils spécialisés pour accéder à des informations de haute qualité, souvent issues de bases de données spécialisées. C'est clair pour tout le monde? Si c'est clair, hein, j'avance rapidement. Hein. Je suppose que c'est clair pour tout le monde. Oui. D'accord. Vous pouvez continuer. Ce processus nécessite une compréhension approfondie des outils de recherche, des opérateurs logiques, des filtres avancés et d'autres techniques permettant de récupérer des résultats précis et pertinents.
Merci beaucoup. Donc, ici, nous allons vers une recherche documentaire avancée, qui est différente de la recherche documentaire classique. La recherche documentaire avancée nécessite des outils, des stratégies et des filtres. La recherche documentaire classique ou simple, et comme son nom l'indique, on met des termes et on attend et on trouve laborieusement. Ce n'est pas toujours très efficace, surtout quand la recherche porte sur une thèse ou sur une mémoire où la recherche est très dense. Vous avez besoin de beaucoup de documents, des thèses, vous avez besoin des choses très précises. Donc il faut faire la recherche documentaire avancée. OK, un deuxième lecteur. Ça, c'était vraiment pour camper, pour introduire. C'est clair, hein, l'orientation. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas. Un volontaire pour la suite. Oui. L'étude des recherches documentaires. En fonction des besoins définis, la recherche documentaire utilisera les différents outils documentaires disponibles que sont les catalogues, les moteurs de recherche du web, les bases de données. Très bien. Quand vous êtes dans la recherche, il y a beaucoup de sources. Mais en réalité, il n'y a que 3 outils principalement. Soit vous utilisez les catalogues, soit vous utilisez les moteurs de recherche du web ou les bases de données. Donc, il faut vraiment retenir ces 3 outils pour faire de la recherche documentaire scientifique. Vous connaissez les catalogues? C'est quoi un catalogue? Où on trouve les catalogues? Dans les bibliothèques, très bien. Les moteurs de recherche? Sur Internet. Les bases de données? Sur Internet. OK. On va les présenter, chacun des... Un volontaire pour présenter les catalogues. Le fond documentaire d'une bibliothèque. Il permet d'identifier un document, d'écrire correctement sa référence et le localiser. Chaque notice de document comprend une description détaillée des aspects physiques et intellectuels du document, indication de sa disponibilité, disponibilité d'emprunt ou non, sa localisation, emplacement dans l'espace et autres. Vous pouvez expliquer cela? Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, la définition. Il faut expliquer la définition. Autrement, un catalogue, c'est quoi? Qui peut expliquer rapidement un catalogue, oui? Un répertoire. Oui. L'ensemble des ressources disponibles. Exactement. Pourquoi c'est important? Dans une bibliothèque, le catalogue ne renferme que les documents disponibles dans cette bibliothèque. Tout document que vous trouverez dans ce catalogue est classé. S'il vous plaît. Est classé dans la bibliothèque. C'est différent dans certaines bases de données ou certains moteurs de recherche. Vous pouvez trouver un document et chercher sa localisation. Mais dans un catalogue, tous les documents que vous trouverez à la bibliothèque de l'UCAD se trouvent dans le service commun de la documentation. Comment le catalogue se présente? Parce qu'il n'y a plus de catalogue manuel. Tous les catalogues sont maintenant informatisés comme des bases de données. Donc, il y a des présentations. C'est des fiches. Chaque fiche comporte une description détaillée des aspects physiques et intellectuels du document. Voilà un livre. Si le livre se trouve à la bibliothèque centrale, on présente les aspects physiques et intellectuels de ce document dans le catalogue. C'est ça qu'on va faire demain, la référence bibliographique. Elle est normalisée. Pour faire la référence bibliographique, il faut suivre la norme. Le premier élément qu'il faut indiquer, c'est l'auteur.
Comment écrire l'auteur? On commence par le nom de famille, suivi du prénom et séparé par une virgule, ensuite suivi d'un point. C'est comme ça qu'il faut écrire l'auteur s'il s'agit d'un nom de famille. Ensuite, on met le titre de l'ouvrage, le titre complet. Titre principal, sous-titre. On met la mention d'édition. Si l'ouvrage est la deuxième édition, troisième édition, c'est ça qu'on appelle mention d'édition, on le précise. On met également l'éditeur, le lieu d'édition, la maison d'édition et la date de publication. Si l'ouvrage appartient à une collection, on précise le nom de la collection et le numéro de la collection. Et en dernier lieu, on fait un petit résumé. Pourquoi on le fait? C'est pour permettre aux chercheurs de pouvoir décider rapidement si l'ouvrage l'intéresse ou non. Ensuite, en dernier lieu, on indique sa localisation. Oui, j'ai découvert le livre, je viens de le voir, mais où il se trouve? Donc, on indique son emplacement dans l'espace. Donc, on va voir un exemple. Ici, on a 2 catalogues. Ça ne s'affiche pas, hein? Je mets F8, dupliquer. Ok, c'est ça. Vous avez vu? Ça, c'est un exemple de catalogue. Quand vous arrivez à la bibliothèque centrale de l'UCAD, là où nous sommes, pour faire de la recherche, la première chose, ce n'est pas d'aller sur les rayonnages. Vous allez voir simplement le catalogue. Vous pouvez même voir le catalogue à partir de chez vous, avant même de venir à la bibliothèque. C'est ça l'intérêt des catalogues en ligne. Vous pouvez les consulter à distance. C'est une plateforme très simple. Il y a toujours une barre de recherche, plus la requête, plus recherche simple, et à droite, vous allez voir recherche avancée. Vous avez bien remarqué. Vous tapez ici le terme, ici c'est pour une recherche simple. Quand vous voulez faire une recherche avancée, vous venez par là, vous mettez recherche avancée. Commençons par une recherche simple. On met par exemple cinéma. Quand on met cinéma, je fais rechercher. Donc il y a une liste de documents qui s'affiche. N'est-ce pas? On a mis Delon et le cinéma, Krakos, le chiffonnier mécanique, le cinéma, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs documents. Il y en a combien? 635 réponses. Il y a 635 documents qui s'affichent avec le terme cinéma. Ça, ce n'est pas exploitable. Ce n'est pas visible. Vous n'avez aucune visibilité sur votre recherche. Cela signifie que vous devez affiner votre recherche. Vous devez faire des filtres. Vous devez réduire parce que le terme est un peu... Vous allez parcourir. Parce que ici, il n'y a que 13 documents qui s'affichent. Alors qu'au-delà de ces 13, il y a plus de 635. Ça veut dire que vous allez afficher des dizaines de fois des listes de 13. C'est facile, vous allez perdre du temps. Maintenant, mais si vous estimez que... Mais ici, l'objectif, ce n'est pas de faire de la recherche. C'est simplement vous montrer comment fonctionnent les catalogues. Supposons que le document 3 m'intéresse. Je clique sur le document 3. Quand je clique sur le document 3, vous avez la présentation du document. L'auteur, le titre, le lieu de publication, le volume, le sujet, l'indice, la cote. Mais un document peut être disponible à la bibliothèque centrale en plusieurs exemplaires, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez en bas. Pour mieux comprendre ce document, où se trouve ce document?
on a indiqué ici code de localisation bibliothèque centrale. Donc ce document se trouve ici. Il aurait pu se retrouver à CESTI, parce que CESTI fait partie du service d'un document. Le document pourrait se trouver à la faculté de droit. Donc quand vous consultez le patron de l'université, pensez globalement à l'université. Ne pensez pas simplement à la bibliothèque centrale. Parce qu'à partir de la bibliothèque centrale, vous allez consulter ce qui se trouve au CESTI, ce qui se trouve à l'ESP, à la faculté de sciences économiques et de gestion. La cote, ça c'est l'adresse. La nature du document, c'est un livre. Ce n'est ni une revue, ni un support matériel, ou autre chose, ni un article. C'est un livre, exclu des prêts. Donc c'est un livre que vous ne consultez que sur place. Il est venu d'un don. Donc voilà les informations qui vous permettent de se décider rapidement. Où se trouve le livre à la bibliothèque? Droit, lettres, mais au magasin. Vous avez vu, c'est ça. Ce qui est valable ici, c'est valable pour tous les documents qui se trouvent dans cette bibliothèque. J'en profite pour régler une autre question. Parce que dans tous les cas, nous allons y revenir. Maintenant, on va explorer rapidement. Si vous voulez faire une recherche avancée, vous mettez recherche avancée. F8, dupliquer. Donc, quand vous voulez faire une recherche avancée, vous avez un autre écran du catalogue. Là encore, vous pouvez faire des combinaisons de termes. Donc, il y a plusieurs champs. Si vous mettez, par exemple, cinéma sur le premier champ, il y a le terme « est ». Vous pouvez combiner, on va revenir sur le sens de « est ». Vous pouvez ajouter autre chose, vous pouvez ajouter « femme », par exemple. Vous pouvez ajouter également localisation. Je veux un document qui se trouve à la bibliothèque centrale. Vous sélectionnez bibliothèque centrale. Je veux un livre, ou une thèse, ou un périodique. Ça, vous choisissez. Donc, vous avez la possibilité donc, de faire le choix. Vous avez le choix de la langue. Je veux un document anglais, français, italien, espagnol. Vous choisissez. Mais puisque nous, on est dans la recherche, je veux simplement avoir le meilleur document et je ne suis pas sûr d'avance que le meilleur document se trouve à l'EBAD, au CESTI ou à la bibliothèque centrale. Je ne fais pas de choix. Donc, vous n'avez pas intérêt, vous, à dire que non, je préfère un document qui se trouve dans tel local. Non, on n'a pas de préférence de localisation. Il faut avoir des préférences de thème, des préférences de pertinence. Vous pouvez également mettre la date. Je veux un document qui date peut-être de 2010 à 2024. Je n'ai pas besoin peut-être d'un document ancien. N'est-ce pas? Vous ajoutez les dates. Vous mettez rechercher. Il y a un seul document qui date de 2011 qui parle de la femme noire dans le cinéma contemporain. Donc c'est un document qui parle de la femme et du cinéma, qui respecte tous les critères parce que c'est daté en 2011. Vous avez vu? Donc c'est ça la démarche, c'est très efficace. Donc ici, je ne me suis pas retrouvé avec 600 et quelques documents, je me suis retrouvé avec un seul document, comme vous pouvez vous retrouver avec 5 ou 10 documents. Quand vous faites des filtres, la sélection est plus rigoureuse, la sélection est pertinente. Donc c'est comme ça que vous devez travailler pour les catalogues. C'est clair pour tout le monde? Ici également, il y a un deuxième exemple de catalogue. Le deuxième exemple est un catalogue collectif des bibliothèques universitaires et centres de recherche. Ici, l'exemple que nous venons de voir, c'est un catalogue collectif, mais qui se limite à l'échelle d'une seule université. C'est-à-dire qu'il est possible de regrouper
le catalogue de l'UCAD, de l'Université de Thiès et de l'Université de Saint-Louis. C'est possible dans un seul catalogue. Ça vous permet à partir de Dakar que vous pouvez savoir qu'est-ce qui est disponible à l'UCAD, qu'est-ce qui est disponible à l'Université Gaston Berger, qu'est-ce qui est disponible à l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Mais ici, ce catalogue, le premier, nous permet de savoir que ce qui est disponible dans l'espace universitaire, Cheikh Anta Diop. Mais le deuxième est un catalogue français. Eux, ils ont un catalogue collectif, c'est-à-dire beaucoup d'universités sont regroupées pour créer un seul catalogue. Ça permet aux étudiants des différentes universités de savoir qu'est-ce qui se trouve dans une autre université. Maintenant, ne pas l'avoir aussi, ça ne pose pas de problème. Ici, on n'a pas de catalogue collectif, mais on a 3 catalogues. C'est-à-dire que vous pouvez quitter le catalogue de l'UCAD et entrer sur le catalogue de l'IGB. Sortez du catalogue de l'IGB, consultez le catalogue de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Donc c'est la même chose. Mais quand vous avez des dizaines d'universités comme la France, il faut vraiment un catalogue collectif, c'est plus simple. Donc, voilà l'esprit des catalogues. C'est des documents sélectionnés rigoureusement, parce que dans les bibliothèques, la sélection se fait depuis les acquisitions. Et généralement, on n'acquiert que les documents qui sont conformes à nos domaines d'enseignement et de recherche. On va maintenant sur le deuxième outil. C'est bon pour les catalogues, j'espère. Pour le deuxième outil, c'est les moteurs de recherche. Vous connaissez les moteurs de recherche? Google, oui, est un moteur de recherche, oui. Google Scholar, également un moteur de recherche. Oui. Et quoi d'autre? Je n'ai entendu que 2 moteurs. Chrome. Est-ce que Chrome est un moteur de recherche? Il a parlé de Google Scholar et Google. Est-ce qu'il y a d'autres moteurs de recherche? Yahoo a un moteur de recherche, mais Yahoo n'est pas un moteur de recherche. C'est pas des moteurs, c'est autre chose. C'est des navigateurs. C'est des navigateurs. OK. Donc, il faut, quand vous êtes dans la recherche, ce que j'ai entendu là, c'est un seul moteur de recherche. C'est Google Scholar. Dans le domaine scientifique, Google Scholar, c'est le bon moteur. Google n'est pas le meilleur. Il est loin d'être un bon moteur de recherche. Et je vous dis tout à l'heure pourquoi. Donc, il faut essayer, dans vos ordinateurs, de répertorier au moins 3 ou 4 moteurs de recherche spécialisés. J'ai des billes spécialisés, pas de moteurs de recherche généraux. Un lecteur. Un lecteur, un volontaire ou victime, allez-y. Vous pouvez. Un volontaire, allez-y. C'est bon? Oui. Les moteurs de recherche. Programme qui indexe le contenu de différentes ressources Internet, plus particulièrement de sites web, et qui permet, à l'aide d'un navigateur web, de rechercher de l'information selon différents paramètres, en se servant de mots-clés ou par des requêtes en texte libre, et d'avoir accès à l'information ainsi trouvée. Les moteurs de recherche proposent une indexation automatique de pages Internet. La couverture est plus large, d'où la nécessité de requêtes pointues. OK. Chrome Edge, c'est des navigateurs qui vous permettent donc de faire des recherches. Mais ce n'est pas le moteur. Donc, c'est différent des moteurs de recherche. Donc, les moteurs de recherche également ont une configuration très simple. Il y a toujours une barre de recherche très large, aide, présentation du moteur, recherche simple, recherche avancée. Généralement, la configuration est soft. Sauf que pour faire des recherches efficaces, il faut faire des requêtes pointues, c'est-à-dire que la demande doit être très précise. Sinon, vous allez vous retrouver avec tout à l'heure, on s'est retrouvé avec 600.
Mais avec les moteurs de recherche, c'est plus costaud. Vous risquez de vous trouver avec des milliers de documents. Et là encore, vous aurez avoir des difficultés pour faire. Parce que la couverture, elle est mondiale. Ici, la couverture, c'est à l'échelle de l'université. Mais là-bas, la couverture, elle est internationale. Donc, la première chose d'abord, vous pouvez poursuivre la lecture. On est toujours dans la présentation des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche spécialisés sont une ressource importante dans votre recherche et doivent être préférés aux moteurs généraux de type Google. En effet, Google classe ses résultats en fonction de la popularité d'un site ou d'un résultat et non en fonction de la validité scientifique du résultat. Très bien noté. Donc Google est un moteur de recherche bon, mais il est général. Google n'est pas dans la science. Google est dans les généralités. Alors que nous, on est dans la science. Donc quand vous faites des recherches scientifiques, Google peut donner des résultats, mais il n'est pas le meilleur. Parce qu'il classe, il peut vous donner un mauvais classement. C'est ça le risque. Il peut vous donner des documents, de très bons documents, mais vous n'êtes pas sûr que vous avez forcément les meilleurs. Contrairement aux autres moteurs de spécialisés qui vous donnent les résultats par classe, par niveau comment on l'appelle, de pertinence et de validité scientifique. Donc, il faut préférer les moteurs de recherche spécialisés. Pourquoi? Parce que les moteurs de recherche généraux ne donnent accès qu'aux sources ouvertes. Ils ne cherchent ni dans les bases de données pour trouver des articles de compte, ni dans les catalogues. Les documents qu'on a trouvés tout à l'heure, vous ne les trouverez jamais sur Google. Les 635 documents qu'on a vus tout à l'heure sur le sol ne sont pas visibles, même si on vous donne le titre du document. Donc, les moteurs de recherche généraux ne peuvent pas s'infiltrer sur les catalogues des bibliothèques. Maintenant, il peut retrouver le document si c'est en vente sur Amazon ou sur un autre site. Ça, c'est possible. Mais il ne le retrouvera pas, en tout cas, dans le catalogue d'une bibliothèque. Au contraire, les moteurs de recherche spécialisés, comme Google Scholar, qui est un moteur de recherche vraiment spécialisé, trient les résultats en fonction de leur validité scientifique. Donc, il faut être optimiste sur les documents que vous trouverez sur Google Scholar et moins optimiste sur ce que vous trouvez sur Google tout court. Parce que Google Scholar vous donne tous ces types de documents validés scientifiquement. Google peut vous donner ces mêmes documents, mais leur validité n'est pas assurée. Donc, dans ce cours, je vais vous fournir quelques moteurs de recherche que vous allez répertorier. Vous avez répertorié déjà Google Scholar. Ça, j'y passe rapidement. Il faut ajouter le web universitaire, n'est-ce pas? Qui est un moteur spécialisé dans la recherche de documents de nature scientifique. Vous aurez le lien, après je vais vous donner les liens, mais il faut vraiment les garder. Ici, je vous donne des présentations de différents moteurs de recherche, mais dans ce cours, comment l'exploiter? Après le cours, ce qui vous intéresse, c'est les moteurs de recherche. Google Scholar, Scurus, le World Wide Science, qui est également un moteur de recherche spécialisé qui peut interroger des bases de données et des portails scientifiques. La plupart des ressources sont en accès libre. C'est des ressources scientifiques, mais c'est ouvert. worldwidescience.org. Vous en avez 3. Il y a également un moteur de recherche qui s'appelle Microsoft Academic Search, qui est un moteur de recherche gratuit. Attends, je vous présente un peu.
Voyez, voilà le moteur de recherche. Il ressemble à Google Scholar. Mais ce moteur de recherche vous présente plusieurs langues de travail. L'arabe, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'anglais, chinois, japonais, portugais, ainsi de suite. Et vous avez la possibilité de traduire. Il y a la dimension recherche avancée. Pour mieux comprendre ces fonctionnalités, vous cliquez sur « À propos de World Wide Science ». Donc, pour tous les moteurs de recherche que vous avez vous donner, il faut d'abord chercher et comprendre son fonctionnement, ses fonctionnalités et sa couverture. Ça, c'est la première chose. On n'a pas besoin de cliquer et de présenter. Non, vous-même, quand vous aurez le moteur de recherche, vous cliquez pour voir comment fonctionne ce moteur de recherche. Qu'est-ce qui le différencie? Parce qu'il y a de légères différences entre les différents moteurs de recherche, du point de vue couverture, du point de vue fonctionnalité. Par exemple, ce moteur de recherche, à la page d'accueil, déjà, vous avez différentes langues. OK. Microsoft Academic, on va voir. Le lien ne vient pas. Il y a également le Freefull PDF, qui est un moteur de recherche de publication scientifique en libre accès. Tous les sujets scientifiques sont couverts et les articles sont disponibles en format PDF. Comme la culture. Oui, dans le domaine de la médecine. Ouais, c'est une base de données surtout. C'est des ressources numériques. Ça, c'est la spécialisation est plus fréquente. La spéciale du point de vue domaine est plus fréquente dans les bases de données. Mais en général, les moteurs de recherche vous donnent un avantage assez large. Oui. Maintenant, par exemple, ce moteur de recherche vous demande de s'identifier. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Donc, il faut toujours, si la base de le moteur de recherche vous donne la possibilité de créer un compte, il faut avoir un compte. Parce que quand vous avez un compte, ça offre plus de possibilités. Donc, ce moteur de recherche, il faut vous identifier et créer un compte. Oui. Academia. On va venir tout à l'heure. Le classer comment? Comme moteur de recherche ou bien comme spécialisé ou... Non, ce n'est pas un catalogue. Les catalogues, si c'est lié à une bibliothèque, non, si c'est lié, les catalogues, un catalogue est toujours lié à une bibliothèque. Un catalogue, il n'y a plus. S'il n'y a pas de... Parce que les catalogues aussi, du point de vue technique, se présentent comme les moteurs de recherche, se présentent comme les bases de données. Sauf qu'un catalogue appartient toujours à une bibliothèque ou un groupe de bibliothèques. Donc, on revient sur Freefull. Il y a également Journal, qui est un moteur de recherche qui interroge des revues. Par exemple, ce moteur de recherche est spécialisé sur les revues, mais pas un domaine, mais sur un type de documents. On va voir pourquoi. Le moteur de recherche des thèses françaises. Ça, c'est un peu spécialisé parce que c'est un moteur de recherche qui ne traite que les thèses. Mais ce n'est pas un domaine, mais c'est un type de document. Mais les thèses peuvent couvrir tous les domaines de connaissances. Ici, donc la recherche, ce moteur offre deux possibilités. Vous pouvez chercher le titre
d'une thèse, vous pouvez chercher l'auteur d'une thèse. Donc, il y a les deux. Il offre également l'onglet recherche avancée et il sépare les thèses soutenues et les thèses en préparation. C'est-à-dire qu'un étudiant a un sujet de thèse, il peut déjà le mentionner sur thèse.fr et présenter l'orientation de son travail. Ça permet de voir les travaux en cours, n'est-ce pas? Comment? Oui. Non, ici, français, c'est, je pense, je n'ai pas vérifié, mais c'est en tant que pays. Oui, c'est les thèses en préparation et soutenues en France. Non, en France. Demain, Sénégal peut mettre sénégal.sn. En tout cas, c'est en préparation. Au niveau du Centre national de documentation scientifique, ils ont un projet pour fédérer les travaux des différentes universités. Donc, c'est un moteur de recherche très intéressant pour vous-même qui travaillez déjà sur des sujets. Pourquoi au niveau de du site numérique de la BU, il y a plus d'ouvrages à médecine que dans d'autres domaines? Ah bon? Je n'ai pas fait attention à ça. Hein. Il y a plus d'ouvrages en médecine. Ici, hein? Que dans les autres domaines. Comment vous le savez? Comment vous avez... Mais c'est ça, quand tu t'adaptes à faire des recherches, par exemple, je peux mettre pratique culturelle. Oui. Tout ce qu'on va me donner comme que ce soit thèse ou mémoire, ce ne sera pas en rapport avec la culture, mais avec la médecine traditionnelle, des trucs comme ça. Est-ce que ce n'est pas un problème de reformulation? Qu'est-ce que vous mettez? Pratique culturelle tout court. Oui. Et ça vous renvoie des pratiques culturelles Qui ont lien avec soit la médecine, ouais. soutenir au département de médecine. Mais cela ne signifie pas qu'il y a plus de documents en médecine que dans les autres domaines. Ça signifie autre chose. Ça signifie simplement que sur ce thème, peut-être la faculté de médecine a plus travaillé sur ces thèmes que sur les autres. Pratique culturelle dans le domaine de la médecine peut-être est plus fournie que pratique culturelle dans d'autres secteurs de la vie. Peut-être pratique culturelle dans le domaine de la culture ou de autre chose. Parce qu'au Sénégal aussi, toutes nos pratiques là sont liées au marabout et au rite. Oui, ça c'est le pays. Donc, vous avez bien noté. Donc, ne dites plus que vous avez que Google Scholar. Aujourd'hui, vous avez au moins 6 à 7 moteurs de recherche. Google Scholar, Scurus, World Wide Science, Microsoft Academic, Freefool, Journal, Thèse.fr. C'est clair. Le premier acte, c'est d'avoir aujourd'hui 8 moteurs de recherche que vous allez aligner pour toutes les recherches futures que vous aurez à faire. C'est des moteurs de recherche spécialisés dans le domaine de la science. Ce n'est pas des moteurs de recherche d'ordre général. C'est bon. Maintenant, ces différents moteurs peuvent avoir quelques différences. Vous pouvez les découvrir par vous-même à partir de leur présentation. Sur la page d'accueil de chaque moteur, il y a une petite présentation de ses fonctionnalités et de ses couvertures. C'est bon? Maintenant, nous allons voir les bases de données. Un lecteur pour aider à partager, volontaire ou victime. Les bases de données. La recherche documentaire avancée à travers Internet
nécessite l'utilisation de bases de données spécialisées pour obtenir des résultats précis et pertinents. Ces bases de données offrent un accès à des ressources exclusives, souvent non accessibles par les moteurs de recherche traditionnels. Elles constituent ainsi un outil essentiel pour les chercheurs, professionnels et étudiants à la recherche d'informations approfondies dans des domaines spécifiques. Explorons les différentes caractéristiques, fonctionnalités et avantages de ces bases de données spécialisées, ainsi que les meilleures pratiques pour mener une recherche fructueuse à travers leur utilisation. Merci beaucoup. Donc, vous remarquez que ces différents outils sont complémentaires. Ce que vous trouvez sur les catalogues, vous ne l'aurez pas dans les moteurs de recherche et dans les bases de données. Ce que vous avez dans les bases de données, vous ne l'avez peut-être pas dans les catalogues. Ce que vous avez également dans les catalogues, vous voyez ici, les bases de données offrent des ressources exclusives qui ne sont peut-être pas accessibles dans les moteurs de recherche. Donc, dans votre sujet, ne vous limitez pas simplement aux différents moteurs de recherche. C'est clair. Ne dites pas que non, j'ai maintenant 8 moteurs de recherche, tout ce que je le ferai dans les moteurs de recherche. Non. Vous connaissez avoir des documents, mais il y a des types de documents et de domaines que vous n'aurez jamais avec les catalogues et les moteurs de recherche. Donc il faut utiliser tous les outils, les catalogues. Si vous épuisez les catalogues, allez vers les bases de données. Après les bases de données, allez vers les moteurs de recherche. Donc vous allez tout au long de votre travail utiliser ces 3 outils. Moteur de recherche, catalogue, base de données. Il n'y a pas moyen de dire que dans mon sujet-là, il n'y a pas de documents. Ou il n'y en a pas assez. Vous avez la possibilité de choisir même ce que vous cherchez. Si vous cherchez des photos, précisez que c'est des photos. Si vous cherchez des données statistiques, précisez dans la requête que ma recherche porte sur des données statistiques. On va revenir sur l'équation de recherche. Maintenant, pour les bases de données spécialisées, allez-y, vous pouvez poursuivre. Oui, allez-y. Les avantages des bases de données spécialisées. Accès à des informations pointues. Les bases de données spécialisées offrent un accès à des informations pointues et précises dans les domaines spécifiques, ce qui permet aux chercheurs et aux professionnels de trouver des données pertinentes sans être submergés par des résultats non pertinents. OK. Filtrage efficace des données. Grâce à des fonctionnalités de filtrage avancées, les utilisateurs peuvent affiner des résultats de recherche en fonction de critères spécifiques, tels que la date, l'auteur, la source et la méthodologie de recherche, ce qui permet de trouver des informations fiables et actuelles. Vous connaissez les filtrages? Oui. Dans les moteurs de base de données, il y a la recherche avancée, il y a toujours des filtres. C'est-à-dire que après la requête, la base vous donne la possibilité de sélectionner une période, de sélectionner auteur, en tout cas de faire des précisions que vous allez vous-même indiquer. On va voir tout à l'heure des exemples. OK. Fiabilité et qualité. Informations. Les bases de données spécialisées fournissent des informations de haute qualité provenant de sources réputées et fiables, ce qui est essentiel pour mener des recherches pointues et produire un travail de qualité dans divers domaines académiques et professionnels. Oui, parce qu'en général, une base de données est conçue pour répondre à des besoins spécifiques. C'est paramétré. Une base de données est toujours dans un ou un certain nombre de domaines très limités. Oui. Gain de temps et d'efficacité. En concentrant la recherche sur des bases de données spécialisées, les utilisateurs gagnent du temps en évitant de parcourir de multiples sources générales, ce qui permet d'optimiser l'efficacité de la recherche et de garantir la pertinence des résultats. D'accord. Maintenant, il y a plusieurs types
de bases de données. Le premier type, c'est les bases de données bibliographiques. Qu'est-ce que cela signifie une base de données bibliographique? Je ne l'ai pas défini totalement ici. Lisez et présentez. Le suivant ou la suivante. Les types de bases de données spécialisées. Bibliographie. Les bases de données bibliographiques sont des collections organisées et structurées d'informations bibliographiques provenant de diverses sources telles que des livres, des articles de revue, des thèses et des rapports techniques. Elles permettent d'accéder à une vaste gamme de références académiques et professionnelles. OK. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on trouve dans une base de données bibliographique? Des livres. Des références des livres. C'est-à-dire que dans une base de données, on peut ne pas avoir l'ouvrage, mais on a les références de l'ouvrage. C'est un peu comme les catalogues. Dans les catalogues, on n'a pas le livre, mais on a les références. On a l'auteur, le titre, la date. Vous avez compris les références? C'est ça qu'on appelle les références. Dans les bases de données bibliographiques également, il n'y a que les références. Maintenant, la base peut vous dire la localisation, peut vous dire les conditions d'accès. Parce qu'une base bibliographique peut vous donner toutes les informations, mais vous dire, à la fin, le livre là se trouve à Chicago, se trouve à, comment on l'appelle encore, au ministère des Finances. Pour y accéder, il faut contacter telle personne. Ou bien pour y accéder, il faut, voilà les conditions. Certains ouvrages peuvent être vendus, peuvent être prêtés, mais suivant des conditions. C'est ça aussi les bases de données. Ne pensez pas que tout ce que vous allez trouver peut être immédiatement accessible. GStore, on va le voir tout à l'heure. Vous avez exploité GStore. OK, quelle est la difficulté? Je pense que tous les articles qu'on trouvait n'étaient pas à mode accessible. Tout n'était pas en accès libre. Oui, je pense. C'était dans le cadre du travail qu'on devait faire pour, comment ça s'appelle encore? Une base de données de revues. Oui. De revues africaines francophones. Oui. Mais je pense que c'était pas en accès libre. Oui. Ne pensez pas également que dans votre recherche là, vous n'avez rien dépensé. Il y a beaucoup de ressources qui sont en vente. Donc, il faut deux choses. Souvent acheter, mais surtout abonner. Il faut payer des abonnements. Surtout dans les bibliothèques. Quand vous avez un abonnement à la bibliothèque universitaire, vous avez la possibilité d'accéder à beaucoup de ressources. Je vous donne l'exemple de Kern Info, de ScholarVox et de beaucoup d'autres sources qui sont disponibles. Parce que la bibliothèque a déjà payé un abonnement. Donc, si vous essayez d'accéder, quand une base est payante, cela signifie que vous ne pouvez pas télécharger gratuitement. On vous demandera votre carte. Maintenant, si vous avez un abonnement au niveau de votre bibliothèque universitaire, vous passez par votre bibliothèque pour accéder. En tout cas, chez nous, on donne des comptes. Je donne l'exemple de Kern Info. Moi, je suis présent en vacances, mais il y a beaucoup de mails que je reçois à des étudiants qui me disent, M. Kagny, je veux un compte d'accès à Kern. Je leur dis que je suis en vacances parce que je ne peux pas me mettre tout le temps devant mon PC à ouvrir des comptes. Le compte permet, quand vous êtes sur le site de l'université, vous avez accès gratuitement à Kern. Mais quand vous sortez du site, vous n'avez plus accès. Dans notre abonnement à Kern, on a négocié à avoir des accès IP. Accès IP signifie quoi? Tant que l'auteur, l'usager est dans l'espace universitaire, utilise un ordinateur ou la connexion de l'université, il a accès gratuitement aux bases. Maintenant, quand vous sortez, il faut avoir ce qu'on appelle un accès distant. Et dans notre contrat avec Kern, on a 2000 accès distants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner plus de 2000 usagers à ces comptes. Mais également, il y a une évolution. Quand l'étudiant qui veut, pendant les vacances, accéder à Kern sans venir à l'université, il doit d'abord venir avec son ordinateur,
se connecter à Kern, télécharger un document à partir de ScholarVox. Il y a un petit comment on l'appelle, un maniement à faire pour que l'ordinateur capte des références de Kern. Quand vous sortez de l'université, pendant un mois, vous avez la possibilité d'accéder à la base. Parce qu'on suppose qu'un étudiant de l'université ne peut pas rester pendant un mois sans entrer dans l'espace universitaire pour se connecter. Si vous le faites aussi, c'est une possibilité. L'autre chose, c'est de faire la demande. Parce que nous, dans notre cas, on a 2000 comptes. On a fait une attribution par ordre périodique. On a ciblé tous les anciens chercheurs qui sont 200 environ. On a dit qu'il faut donner tous les anciens chercheurs. On a compté les Master 2 et les étudiants de doctorants qui sont 1000 et quelques. On a dit que tout le monde peut avoir. Tous les étudiants de niveau doctorant et tous les étudiants de Master 2 peuvent également avoir un compte Vesta. Maintenant, il reste peut-être quelques centaines. On les attribue par sous-demande. Maintenant, au niveau de l'UCAD, je ne sais pas quelle est la règle. Mais vous êtes des doctorants, je vous invite à venir prendre les informations. Sinon, vous allez payer cher, parce que les bases de données coûtent très cher. Vraiment, ça coûte très cher. Mais avec un abonnement, vraiment, l'accès est presque gratuit. Parce que les bibliothèques ne font pas du commerce. On ne s'abonne pas pour récupérer l'argent. On s'abonne pour offrir une bonne documentation à nos usagers. Parce que des abonnements, c'est simplement des contributions. Donc, quand vous êtes un étudiant, il faut être un usage actif des services documentaires. Être un usage actif ne signifie pas que vous devez forcément venir à la bibliothèque. Mais payer un abonnement, connaître les services distants, connaître les bases de données, demander un compte. Après, où que vous soyez, au Sénégal et dans le monde, vous pouvez garder ces comptes. Par exemple, pour Kern, une fois que vous avez un compte, c'est fini. Même après votre départ, vous pouvez garder le compte. Donc, les bases de données spécialisées bibliographiques ne renferment que des références. Maintenant, dans certaines bases de données dites bibliographiques, parfois, ils peuvent ajouter des documents. Je disais parfois. Mais quand on dit bibliographique, retenez que l'option, c'est de donner des références. Mais certains donnent des références, parfois ils ajoutent des résumés. Et dans de rares cas, on donne le lien intégral du document. Mais dans de rares cas. Il y a également ce qu'on appelle les bases de données documentaires. Un lecteur. Les bases de données documentaires regroupent des documents numériques tels que des rapports d'analyse, des études de marché, des manuels techniques et des documents gouvernementaux. Elles sont essentielles pour la recherche d'informations spécialisées dans des domaines spécifiques. Effectivement. Statistiques. Les bases de données statistiques offrent des ensembles de données numériques structurées, y compris des données économiques, démographiques, géographiques et environnementales. Elles sont utilisées pour l'analyse quantitative, qualitative, j'imagine, la prise de décision stratégique et la recherche en sciences sociales. OK, merci. Ton collègue, c'est des statistiques et des données. Spécifique. Les bases de données spécialisées Ouais. par sujet se concentrent sur des domaines spécifiques tels que la santé, l'éducation, l'ingénierie, l'art, etc. Elles offrent un accès privilégié à des informations pointues et actualisées dans des disciplines précises.
Oui. Ici, il s'agit des bases de données, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui sont spécialisées. Par exemple, les bases spécialisées dans le domaine de la médecine ou spéciales dans le domaine de la chimie ou autre chose. Ça existe également dans les différentes bases de données. OK? Maintenant, comment choisir la bonne base de données? Lecteur. Catégorie de données. La première étape pour choisir la bonne base de données spécialisée est de déterminer les catalogues de données pertinentes à votre recherche. Cela peut inclure des données bibliographiques, des données factuelles, des données statistiques ou des données spécialisées dans un domaine particulier. Oui. Faites une liste de vos besoins en matière d'information et identifiez les catégories de données les plus pertinentes pour votre recherche. Très bien. C'est pourquoi je vous disais, il faut bien analyser votre sujet et spécifier vos besoins. Parce que quand vous serez devant une base de données, il faut d'abord savoir ce que vous cherchez. Cela vous permet de mieux utiliser les filtres et de mieux utiliser les opérateurs booléens. Par exemple, ici, on vous demande de... Je viens de vous présenter plusieurs types de bases de données. Quand vous voulez des données statistiques, n'allez pas dans une base de données référence bibliographique parce que vous n'en aurez pas, vous n'en trouverez pas. Quand vous avez besoin de références bibliographiques, n'allez pas dans une base de données documentaire parce que vous n'en aurez pas. Donc, dans la formulation, quand vous viendrez avec vos différents thèmes de recherche, vos différents mots de clé, il faut savoir vous-même la nature des données que vous voulez. Si vous êtes en face de plusieurs bases de données, vous sélectionnez les bases qui répondent à vos besoins. Parce qu'il y en a plusieurs. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure des questions de bruit et de silence. Quand vous venez sur un thème qui parle de l'industrie créative, vous êtes devant une base de données statistique qui a peut-être des données sur l'industrie créative, vous serez étonné de ne pas trouver des résultats. Parce que la base de données couvre, mais le type de données que vous voulez n'est pas pris en compte. Vous cherchez des données statistiques, alors que dans cette base de données, il n'y a que des références bibliographiques. C'est ça souvent qui crée les bruits ou les silences. C'est un mauvais choix de base de données. Ou bien, vous avez fait le bon choix, mais vous n'avez pas tenu compte du type de données que cette base renferme. Donc, on vient de voir tout à l'heure, dans les différentes bases de données spécialisées, il y a un autre critère, un niveau de spécialisation plus poussé. Il y a une base de données spéciale qui ne compte que des références bibliographiques, ou bien qui ne compte que des données statistiques, ou bien que des images. Ça, par exemple, dans le domaine de la presse. Dans les différents organes de presse, ils ont beaucoup de bases de données, mais c'est des bases de données iconographiques. Ici, je ne vous ai pas présenté de base de ce type, mais il y en a. C'est les bases de données iconographiques qui sont très utilisées par la presse écrite. Pourquoi? Parce que chaque jour, la presse a besoin d'illustrer ses articles. Par exemple, aujourd'hui, l'Obs publie un article sur Diomaye Faye. À côté de cet article, la presse, le journaliste cherche quelle est la photographie du président Diomaye qui est la plus indiquée pour être publiée avec cet article. Vous l'avez vu avec Macky Sall, parfois on le voit comme ça, parfois avec des visages changeants, c'est pour illustrer simplement un article. Donc eux, ils cherchent toujours à avoir toutes les photos du président Diomaye sous différents angles. Donc pour toutes les autorités, ils cherchent à avoir des différentes photos pour les stocker dans une base de données iconographique. Et à chaque fois qu'ils vont écrire un article, ils vont puiser quelle est la photo la plus adaptée. C'est ça l'objectif. Donc, sachez qu'il y a des bases de données iconographiques également qui renferment que des photos.
Il y a également des bases de données qui contiennent des documents multimédia. Dans le domaine de la culture, il faudra, dans votre recherche, privilégier le type de document audiovisuel. Ne pensez pas que vos recherches doivent porter sur des articles et des ouvrages. Sur les mêmes thèmes, il y a des documents disponibles en document sonore, en document audiovisuel. Ça également, il ne faut pas le perdre de vue. Il y a des bases de données audiovisuelles également. Si vous allez à la RTS, par exemple, vous ne verrez pas de livre. Il y a une documentation, mais il n'y a pas de livre, il n'y a pas de revue. Il y a des documents sonores et des documents audiovisuels. Donc, ne vous fixez pas de limite sur la nature ou la typologie du document. Fonctionnalité. Les domaines couverts, on a un peu avancé, catégorie. Oui. Donc, il faut faire une liste de vos besoins en matière d'information, identifier les catégories de données les plus pertinentes pour votre recherche. Parce que, selon les besoins, pour une même question, la nature des données varie. Les données statistiques et les photographies ne jouent pas les mêmes rôles sur un même thème. Les photographies, c'est pour illustrer. Les données statistiques, c'est pour évaluer. Donc, vous en aurez besoin. Maintenant, les domaines couverts. Oui, lecteur. Il est essentiel d'évaluer les domaines couverts par la base de données. Certaines bases de données peuvent être spécialisées dans des domaines spécifiques tels que la médecine, l'éducation, les sciences ou la technologie. Il est important de choisir une base de données qui couvre de manière adéquate le domaine de votre recherche pour garantir la pertinence et la fiabilité des résultats que vous obtiendrez. OK. Quand vous ouvrez une base de données, s'informer dès l'entrée sur les domaines couverts. Si votre domaine est dedans, poursuivez la recherche. Si vous ne trouvez pas votre domaine, abandonnez la base et allez sur une autre. C'est bon. Il faut d'abord faire attention sur le domaine couvert, mais également sur les fonctionnalités de recherche. Oui. Évaluer les fonctionnalités de recherche offertes par la base de données est crucial. Assurez-vous qu'elle propose des options de recherche avancées, des filtres de recherche, la possibilité de sauvegarder les requêtes et la capacité à exporter les résultats. Ces fonctionnalités peuvent grandement faciliter votre processus de recherche et optimiser la pertinence des résultats obtenus. Donc, vous avez intérêt donc dès le début, dès la partie accueil, de voir le domaine couvert, les fonctionnalités, le type de base de données pour ne pas perdre du temps. Parce que une recherche n'est efficace que si vous ne perdez pas votre temps et que vous trouvez ce que vous voulez dans les meilleurs délais.